Nous connaissons tous Louis Alliot, le maire de Perpignan, l'homme politique, celui qui dirige et prend des décisions pour notre ville. Mais aujourd'hui, j'ai voulu aller au-delà de ses fonctions, au-delà de cette image publique. Je vous propose un échange différent, un face-à-face où nous parlerons non pas que du politique, mais de l'homme. Qui est-il en dehors des projecteurs ? Quel regard porte-t-il sur son parcours, ses choix, sa vie ? Quelles expériences l'ont marqué ? Durant cet entretien, c'est l'humain que nous allons découvrir. Parce que derrière chaque fonction, chaque engagement, il y a un parcours personnel, des convictions, des doutes et une histoire qui mérite d'être racontée. C'est une histoire que nous allons explorer ensemble avec sincérité et authenticité. Louis Alliot, bienvenue. Si je vous demande de vous présenter au-delà du prisme politique, qui êtes-vous ? Je suis né en 1969, j'ai 55 ans, 2 enfants, avocat de profession. J'ai fait toute ma scolarité entre Ax-les-Thermes, qui est un petit village au cœur de l'Ariège, au pied des Pyrénées, ou dans les Pyrénées, et l'université de Toulouse, où j'ai obtenu mon doctorat de droit. On peut revenir au parcours de vos enfants ? Une fille de 24 ans, un fils de 21 ans. Ma fille a fait son bac à Perpignan et ses études. Et mon fils est à Toulouse en école de commerce. Quel est votre signe astrologique, Louis ? Je suis vierge. Quel est votre animal totem ? L'ours. Avez-vous une saison préférée ? Je préfère l'été, mais je ne suis pas insensible au charme de l'hiver, notamment dans notre département. Avez-vous un endroit où vous aimez vous reconnecter, vous détendre plus qu'un autre ? Au bord de mer. Où que ce soit. Quelle langue parlez-vous ? L'espagnol, mieux que l'anglais, mais sinon, espagnol et anglais, comme nous l'a appris à l'école depuis longtemps en France et dans notre région particulièrement. Est-ce qu'il y a une autre langue que vous aimeriez parler ? Peut-être mieux parler des langues régionales, puisque j'ai la chance d'avoir dans ma famille, finalement, plusieurs cultures. Et le côté pyrénéen, ariégeois, c'est plutôt l'occitan. Je suis maire de Perpignan, c'est plutôt le catalan, ou le roussillonnais. Mais il se trouve que j'ai une grand-mère valencienne, et donc je comprends parfaitement le catalan, et je parle un peu le valencien. Donc j'aimerais peut-être mieux parler le valencien que ce que je le parle, mais je le comprends parfaitement. Où est-ce que vous avez grandi, Louis ? J'ai grandi à Ax-les-Thermes, qui est un petit village au pied des Pyrénées, pas loin du Pas de la Case. Et j'ai fait toute ma scolarité à Ax-les-Thermes, Foix, et mes études universitaires à Toulouse, où j'ai eu mon doctorat de droit. Quel impact cet environnement a eu sur vos valeurs ? Les études ont un impact, j'allais dire, modeste. C'est surtout la famille qui, je pense, a un impact sur le caractère des enfants. Plus que l'école. L'école, elle est là pour former, elle est là pour apprendre, elle n'est pas là pour éduquer. Et l'éducation, les valeurs, c'est à mon goût plutôt l'apanage de la famille et l'apanage des parents, ou des grands-parents d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant d'enfants, avez-vous une anecdote à nous raconter de quand vous étiez vous-même enfant ? Vous savez, il y en aurait 100 000, hein. On était d'une jeunesse plutôt préservée, sans les problèmes que nos jeunes ont actuellement. Et donc on est passé entre les mailles de tout ce qui concerne la drogue, des choses comme ça, même si ça existait déjà. Donc des anecdotes, non, c'était une vie de petits Français moyens dans un village de montagne où la vie se déroulait paisiblement et où finalement on était à l'abri de beaucoup de problèmes qu'ont connus soit nos grands-parents, soit nos parents avec les guerres, soit que connaissent nos jeunes aujourd'hui avec cette vie de plus en plus difficile que nous connaissons. Si vous devriez décrire votre jeunesse en 3 mots, quels choisirez-vous ? Préservé. Voilà, j'ai eu la chance de vivre dans une famille unie, dans un endroit paisible et entouré de bons camarades, de bons amis, et donc une jeunesse préservée. Donc de ce côté-là, j'ai toujours dit que j'avais été privilégié par rapport à beaucoup d'autres. Est-ce que vous avez été un jeune porté sur les sorties ou plutôt réservé ? Oh non,
un jeune plutôt porté sur les sorties, on va dire, et sur le sport. On était plus dans la coquinerie que dans le travail assidu. Quelles études avez-vous suivies et en quoi ont-elles influencé votre vision du monde? Alors j'ai eu, je vais dire, 3 périodes de très bonnes études jusqu'au collège. Des années lycée pas faciles, c'était la période de rugby de mes années lycée, et puis des années universitaires plus faciles et avec l'obtention de ce doctorat, un DEA de sciences politiques et un enseignement d'ailleurs à Toulouse en faculté de droit où j'ai été enseignant de droit public avec mon directeur de thèse à qui je peux rendre hommage d'ailleurs. Il s'appelait Jean-Marie Crouzatier, il est décédé l'année dernière. Donc c'est votre première expérience professionnelle? J'étais pion dans un collège aussi, donc c'est pas tout à fait ma première expérience professionnelle. J'ai été moniteur de ski, enfin stagiaire moniteur de ski. On nous donnait, comme on n'avait pas le diplôme, mais les stations nous permettaient d'encadrer des tout petits sur les cours de ski à la station d'Axe-Terme, Bonascre-le-Saquet. Et j'ai été aussi, pas très longtemps, mais je l'ai fait livreur de meubles. Qu'est-ce qui a été le déclic pour la politique, pour vous engager? C'est un enchaînement familial d'abord. Hein. Je vais dire, voilà, d'entendre parler dans sa famille du traumatisme lié à la guerre d'Algérie, du côté de ma mère. Et une famille qui, j'allais dire, mon père est un Ariégeois de souche, un Pyrénéen de souche, et ma mère est une Algéroise, donc d'Alger. Et c'était pas du tout la même culture, c'était pas du tout les mêmes histoires, et pourtant ça a produit ce que ça a produit. Et donc de ce point de vue-là, c'est cette histoire-là, c'est-à-dire plutôt d'une famille de gauche à l'origine, qui a basculé dans les combats pour l'Algérie française, et dans les Pyrénées d'une famille de gauche traditionnelle, parce que vous savez que l'Ariège est un département les plus à gauche de France. Donc j'ai cette chance-là d'être un peu un enfant de plusieurs cultures, de plusieurs parcours d'idées, et donc je me suis forgé ma propre opinion par rapport à l'observation de ma vie et de la vie des gens qui m'accompagnaient, de ma famille. Et en fait, je suis toujours resté très pragmatique. Et j'ai décidé de m'engager le jour où j'ai vu qu'après les années Mitterrand, les premières années Mitterrand, la droite qui revenait au pouvoir avec Jacques Chirac en 86, la cohabitation, eh bien finalement ne ferait rien. Ce qu'ils ont prouvé d'ailleurs. Je me suis dit, la politique c'est sérieux. Quand on dit qu'on fait quelque chose, on essaye de le faire. Surtout quand on a tous les pouvoirs. Et je me suis aperçu que ces gens-là se faisaient élire sur des idées, mais qu'une fois ils étaient au pouvoir, ils faisaient l'inverse de ce sur quoi ils se sont fait élire. Et pour moi, ça, c'est la limite que je peux me fixer à un engagement politique. Quel métier complètement différent vous auriez aimé exercer? J'aurais pu... Enfin, c'est lié. J'étais avocat, mais si j'avais pas fait de politique au niveau où je l'ai fait, j'aurais été sûrement professeur de droit, ou maître de conférence en tout cas, en droit, et j'aurais pu être... je sais pas, navigateur, ça m'aurait plu. Comment gérez-vous l'équilibre entre votre vie publique et votre vie personnelle? Ben, il n'y a pas de vie personnelle. C'est un peu le drame de la vie publique. On essaye de se protéger au maximum, mais on n'y arrive pas. Et malheureusement, les gens qui vivent avec vous en font les frais. Et c'est un peu le drame de la vie politique française. Tous les coups sont permis. Il n'y a aucune morale, il n'y a aucune protection. Et finalement, le jeu consiste à systématiquement tenter de vous mettre des pots de banane sous les pieds plutôt que de tenter de vous entourer. C'est comme ça. Il y a une forme de, je vais pas dire de sacrifice, parce que c'est pas non plus, c'est pas Verdun, quoi. Hein, c'est pas les soldats de la Grande Guerre, mais c'est une forme de vie que je pense beaucoup ne supporteraient pas en fait. Tout ce que vous faites est surveillé. Il n'y a pas que vous soyez sur une plage, sur un terrain de sport pour vous détendre avec votre épouse ou avec vos enfants. En fait, il n'y a pas de différence.
Et ça demande une surdiscipline. Et des hobbies, des passions en dehors de la politique, est-ce que vous en avez pour... Ah oui, oui, oui. Le voyage, la découverte, mais la navigation. Je disais navigateur, mais c'est vrai que sur un bateau, c'est le moment où on pense à rien et où on rêve à tout. Donc c'est un moment privilégié. Malheureusement, c'est de plus en plus rare depuis que je suis maire. Si vous aviez un week-end justement libre, sans contrainte, comment le passeriez-vous? Pour un week-end, ça pourrait être n'importe où, très honnêtement, pour peu que je sois tranquille. Et donc ça pourrait être aussi bien en Cerdagne ou dans un ermitage quelconque qu'au bord de la mer ou sur une plage d'ailleurs. Il n'y a pas de préférence, hein, mais plutôt tranquille. Vous parliez de votre maman, Louis. Vos parents se sont rencontrés en France? Oui. Votre maman est arrivée en 1962 d'Algérie. En quoi cela a-t-il influencé votre trajectoire, à vous? C'était une famille, parce qu'il y a beaucoup de mensonges sur l'Algérie, hein. C'est une famille modeste. Mon grand-père était commerçant, ma grand-mère était couturière à 11 ans. Je peux vous dire que c'était une autre vie que la nôtre aujourd'hui. Et ma mère était institutrice. Donc ça a influencé dans la mesure où c'est un traumatisme. Il faut s'imaginer en train de quitter son département ou sa ville, forcé, en pleine guerre, et en sachant que vous ne reverrez jamais ni vos amis, et peut-être même ni votre famille. Et ça a été, je l'ai déjà dit dans plusieurs interviews, ma mère et ma grand-mère, je les ai vus pleurer pratiquement toutes les semaines sur la photo d'Alger. C'était leur vie. C'était là où étaient enterrés leurs grands-parents, là où ils avaient leur maison. Et du jour au lendemain, on leur a dit la valise ou le cercueil. Et ils ont pris la valise. Et donc c'est un vrai traumatisme. C'est pour ça que je suis particulièrement attaché à cette histoire. Non pas que j'en fais l'alpha et l'oméga de tous les combats. C'est comme ça, c'est fini, c'est le passé. Mais je pense que ça se respecte et que malheureusement en France, on ne respecte pas. Et en tant qu'enfant, on subit l'impact de leur traumatisme directement. Oui, mais surtout qu'il y a le mensonge qui va avec. Ce n'étaient pas des colons, ils ne faisaient pas suer le burnous, comme on disait. Ils n'étaient pas des racistes, des xénophobes. Ils avaient des amis arabes. Ma mère était institutrice d'une petite école en Kabylie où il y avait que des petits-enfants arabes. Le propriétaire de la maison s'appelait Salima. Et en partant, elle pleurait, etc. Je veux dire, c'était une vie... ça aurait pu être un très beau laboratoire à l'Algérie de vie en communauté, les musulmans, les arabes, les chrétiens, les juifs, et ça aurait pu fonctionner. Malheureusement, la politique en a fait autrement et a finalement opposé les communautés entre elles et a provoqué le départ des Européens. Mais je ne sais pas s'ils y ont gagné depuis. Donc il faut tenter d'être juste aussi avec l'histoire. L'intimité, Louis, c'est quoi pour vous? C'est une fois que je suis rentré chez moi et que personne ne me regarde. Vos plats préférés? Ouf. Vos préférences culinaires? C'est ce que je vous dis, je suis la double culture, c'est-à-dire que je peux à la fois aimer beaucoup... alors on est dans le département ici, pas sortir tous les plats, l'ouillade, la cargolade, plutôt d'ailleurs les escargots à la catalane plutôt que la cargolade, mais ça c'est mon goût, mais j'adore le couscous. Et j'adore aussi la paella. Enfin voilà, j'ai pas de plat vraiment préféré. Je suis assez ouvert sur les plats. Et vos boissons? Avez-vous une boisson préférée? Plutôt l'anisette en apéritif, pendant longtemps. Et puis on est un pays de vignobles, donc le vin évidemment. Le sport dans votre vie a été très important. Quels sont vos sports préférés? Les 3 que j'ai pratiqués, en tout cas les 2, c'est sûr le tennis et le rugby. Mais j'ai aussi pendant longtemps fait beaucoup de ski. Et donc voilà, c'est des sports que j'aime pratiquer ou que j'aimais pratiquer parce que c'est plus facile, c'est pas très facile maintenant, mais
Non, sinon, je suis assez bon public pour tous les autres. J'adore le handball, par exemple. J'ai joué au collège pendant un petit moment. Et puis, il y a des sports qui, très honnêtement, ne me disent rien. C'est comme ça. Alors, je ne vais pas les citer, sinon je vais faire des mécontents. Mais à la fois individuel ou sport d'équipe, voilà, c'est pareil. Vous les pratiquez toujours ou vous les suivez qu'en tant que spectateur? Non, alors le tennis, je m'y suis remis un petit peu. Pas beaucoup, pas assez. Le rugby, j'y ai joué quand j'étais député avec l'équipe de l'Assemblée nationale. On a une équipe de rugby et on a même fait la Coupe du Monde au Japon. Et donc j'ai continué encore donc récemment de jouer au rugby jusqu'à une blessure stupide sur un terrain de paddle à Perpignan où je me suis rompu le tendon d'Achille. Et donc depuis, je crois que pour le rugby, ce sera terminé. Y a-t-il un athlète ou une équipe qui vous inspire particulièrement? J'ai pas le droit de dire autre chose mais que l'USAP. Ah. Et les Dragons. Bravo. Et les Dragons. Et c'est normal d'ailleurs, voilà. Les moments marquants. Avez-vous un souvenir lié à un événement sportif marquant que vous avez vécu sur le terrain ou dans les gradins? La finale de la Coupe du Monde de France All Black qu'on a perdue à cause de l'arbitre m'a beaucoup marqué. Il faut quand même le dire parce que je pense que la France est une grande nation de rugby, qu'elle mérite d'être championne du monde. Et cette année-là particulièrement. Perpignan est une terre de rugby, vous l'avez dit. Quel est votre rapport à ce sport emblématique de la région? Alors ici, il a une dimension supérieure à d'autres. C'est une culture. Au-delà d'être un sport, ici, c'est aussi une culture. Et une culture faite de symboles. Parce qu'au-delà de cette identité catalane, roussillonnaise, du cru, les stacks à l'USAP, El Segadors, aux Dragons, qui sont vraiment aujourd'hui l'ADN de nos clubs, il y a une dimension historique que peu de gens connaissent. Par exemple, la couleur du maillot de l'USAP à Perpignan, qui est bleu ciel, bleu horizon, et qui a été pris par le club après la Première Guerre mondiale, parce que une partie de l'équipe est morte dans les tranchées pour la France, et notamment Aimé Giral. Et c'est donc après cet épisode que le club a pris les couleurs de l'uniforme français. Et ça, c'est quand même un symbole très fort. Maillot bleu, horizon, short blanc, chaussettes sang et or. Et ça montrait l'attachement définitif de la Catalogne d'ici, du Roussillon à la France, par le sang versé. Et je trouve que c'est un symbole qu'on n'utilise pas assez ou qu'on ne met pas assez en valeur, parce que ces jeunes-là se sont sacrifiés pour nous. Et ils l'ont fait pour leur culture et pour la France. Et vous savez qu'ils avaient un slogan que peu de gens connaissent. Ils avaient un slogan qui était assez simple, mais qui est très profond. Catalan d'abord, français toujours. Et il faut s'en souvenir. On peut défendre l'identité locale sans problème. On peut défendre la langue sans problème, mais se souvenir toujours qu'il y a des gens qui sont morts pour que nous soyons libres et que ça, on ne peut pas y revenir dessus. Le sport est-il pour vous un moyen de maintenir un équilibre physique et mental? Oui, je pense que, d'ailleurs, ça devrait concerner tout le monde, mais malheureusement, il faut avoir du temps pour faire du sport. Donc, est-ce que vous l'intégrez à votre vie quotidienne? J'essaye, mais pas assez. On va parler culture, Louis Alliot. Vos livres de chevet, quels sont-ils? Ça dépend des périodes, mais ça a été, quand j'étais jeune, des livres, par exemple, comme Crème Blanc. Je ne sais même pas si les jeunes aujourd'hui savent ce qu'est Crème Blanc. C'est l'histoire d'un jeune enfant en Camargue avec un cheval. Et je le recommande aux plus jeunes parce que c'est une belle histoire entre un animal et un enfant. Et ça a été longtemps celui-là. Et puis, comme je suis un passionné d'histoire, comme livre de chevet, même s'il me reste peu de temps pour lire aujourd'hui, ça reste toujours des livres liés à l'histoire ou à des personnalités historiques ou à des événements historiques importants. Et voilà. Il y a un personnage de la littérature qui vous inspire? Oh, ça pourrait être D'Artagnan et les Trois Mousquetaires.
Vous identifiez-vous à D'Artagnan? Non, très honnêtement, non. E-book ou papier? Plutôt papier. J'essaye de lire sur les tablettes, mais j'avoue que j'ai du mal. Un peintre ou une œuvre qui vous touche particulièrement? En avez-vous une? Écoutez, on était avec une délégation de Perpignan, il n'y a pas longtemps, à Sarasota, pour le 30e anniversaire de notre jumelage, qui est une ville en Floride, aux États-Unis, et qui est pas très loin d'une ville qui s'appelle Saint-Pétersbourg, où il y a un musée Dali, qui est absolument extraordinaire. Et donc on a pu redécouvrir, en tout cas moi j'ai pu redécouvrir des œuvres qu'on voit sur les catalogues, un musée magnifique. Hein. Et donc Salvador Dali est pour moi quelqu'un d'important. Et donc on a vu 2 tableaux qui m'ont marqué là-bas, c'était La découverte de l'Amérique, qui est un très très beau tableau. Et puis Portrait de mon frère, hein, qui est une histoire un peu longue que je ne vais pas raconter sur le frère de Salvador Dali et sur ce qu'il a conduit à faire ce tableau, mais je pense qu'on a sous-exploité la figure de Dali à Perpignan. On a eu la chance de la voir, c'est de Perpignan que partaient toutes ses œuvres dans le monde entier, d'où sa célèbre formule de la gare de Perpignan, centre du monde, et pourtant, personne trop n'en a parlé, et ou en tout cas ne l'a mis en scène comme on aurait dû, ou la mise en valeur plutôt. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu être, je pense, beaucoup plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Et les Américains, d'ailleurs, connaissent Perpignan grâce à Dali. Ils ne s'en rendent même pas compte, beaucoup. C'est ce que vous allez faire cette année, monsieur le maire? Exactement. Ce sera l'année Dali. Avec le 60e anniversaire du voyage triomphal. Exactement, avec la parade de Dali à la fin de l'été. Et rendre hommage aussi à des personnes de Perpignan qui perpétuent cette mémoire depuis déjà longtemps, comme Louis Collet, que beaucoup connaissent à Perpignan, et qui, contre vents et marées, porte cette figure, ce message. Et je pense qu'on lui a remis la médaille de la ville cette année. C'est un Perpignanais de souche, et qui a cette fibre d'alien ou d'alinesque, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est bien que les Perpignanais se l'approprient, parce qu'il y a Dali à Figueres et de l'autre côté de la frontière, mais il y a notre Dali perpignanais, et ce Dali-là, il est aussi très important. Parlons cinéma, Louis Alliot. Est-ce que vous avez un film ou une série qui vous a marqué? Sur les films, j'ai pas de préférence, parce que je suis très bon public. Je me souviens d'un film qui a beaucoup marqué l'enfant que j'étais, Cro-Blanc, qui est absolument abominable, Cro-Blanc comme film, mais ça peut être aussi des films beaucoup plus rigolos, qui horripilent quelquefois mon entourage quand je les regarde. Je suis un fan, par exemple, de Fernandel et de Don Camillo. Ça peut paraître, mais c'est d'excellents films. Le théâtre et l'opéra, est-ce que vous aimez? Est-ce que vous avez une pièce ou un spectacle qui vous a ému? Ému, je suis un fan de Molière, hein. Et c'est vrai que jeune, on avait à l'école des cycles de théâtre. Et donc les Fourberies de Scapin, l'Avare, tout ce qui est traditionnel. Et je regrette d'ailleurs que aujourd'hui on fasse pas plus référence à ces pièces, j'allais dire classiques de Molière, qui ont il y a beaucoup de leçons et de morale sur ces pièces-là. Et comme auteur aussi, je l'ai pas cité, mais j'étais un fan pendant longtemps de Jean de La Fontaine et les fameuses fables qu'on apprenait par cœur quand on était... Alors je vais pas vous les réciter, à part le Corbeau et le Renard, mais derrière ces fables, sous la monarchie, il y avait des leçons par rapport au pouvoir, par rapport à, j'allais dire, à la scène. Et aujourd'hui, on a moins cette profondeur dans les œuvres qui peuvent être produites. Il y a plus de légèreté, mais je trouve qu'il y a moins de leçons à en tirer. Des personnalités historiques, d'autres, favorites, que ce soit hommes ou femmes, en avez-vous d'autres? On peut toujours sortir les grandes figures de l'histoire, Jeanne d'Arc,
du Guesclin. Les votes, celles qui vous ont marqué. C'est pas des qui m'ont marqué honnêtement. Je vais vous dire quelque chose qui va paraître peut-être suranné, mais le seul personnage qui m'a marqué et qui a pas marqué que moi, ça reste quand même Jésus, qu'on le veuille ou non. Voilà. C'est le message de l'amour éternel, intemporel. Et malheureusement, je vais dire, l'humanité s'est beaucoup éloignée, si tant est qu'elle s'en soit approchée un jour, de ce message-là qu'il portait. Mais il faut toujours revenir à l'essentiel et associer cette figure-là. Il y a Jésus et puis il y a ceux qui portent la parole au nom de Jésus. Hein. Mais je suis très attaché à la figure de Jésus. Parlons histoire de France. La vie de quelle femme pourrait vous fasciner? Oh ben ça reste quand même, qu'on le veuille ou non, Jeanne d'Arc. C'est une paysanne qui gardait des troupeaux et qui finit par libérer la France et abouter les Anglais hors de France. C'est une figure tutélaire qui est partout présente dans notre pays, donc je citerai plutôt elle comme vectrice de valeur pour nous. Et est-ce que c'est la période historique que vous auriez aimé vivre? Non. Ça, je crois que c'est plus difficile à dire. Il faut être nostalgique, mais pas trop. On peut dire, ah ben oui, on vivait mieux avant. C'est toujours le leitmotiv qu'on entend. Je suis pas persuadé que nos grands-parents vivaient mieux que nous. Je pense aussi qu'il y avait d'autres problèmes. C'était une autre vie, une autre manière de voir, mais faut vivre avec son temps. Voilà, je suis heureux d'avoir vécu ce que j'ai vécu jusqu'à présent et de le vivre. Et précisément, si je me suis engagé en politique, c'est pour essayer de ne pas vivre des choses que nos grands-parents avaient vécues, c'est-à-dire des guerres, typiquement, et notamment parce que la guerre est quelque chose d'absolument abominable dont on ne se rend pas compte. Il y a des gens qui parlent de guerre, mais s'ils s'étaient intéressés à l'horreur d'une guerre, peut-être qu'ils agiraient autrement. Donc l'histoire est une arme, une référence, un pilier? Oui, toujours. Et c'est pour ça il faut tenir compte des leçons du passé dans tous les domaines. Et toujours préférer le dialogue à la guerre. Alors c'est pas facile, hein, mais on le voit aujourd'hui avec le conflit entre les Russes et les Ukrainiens. C'est autant de jeunes gens au XXIe siècle qui perdent la vie pour des questions, très honnêtement, qui nous dépassent et qui paraissent pour beaucoup sans grand intérêt. C'est difficile à vivre. En tout cas, moi, à titre personnel, cette guerre-là, même si j'ai condamné l'agression russe et défendu l'Ukraine, en accueillant à Perpignan près de 300 réfugiés ukrainiens, c'est quand même quelque chose qu'il faut arrêter, à mon avis, au plus vite et tenter de trouver un accord quel qu'il soit. Mais la période, à l'heure où on enregistre cet entretien, la période ne me fait pas peur, mais elle n'est pas belle. Les jeunes qui vivent ça aujourd'hui, je me demande bien qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer comme leçon ou comme valeur, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que c'est pour faire peur qu'on entend autant de... Faire peur est une politique. Faire peur vous permet d'avoir un peuple soumis, en quelque sorte. Donc ça, effectivement, la politique de la peur, c'est une sale politique. Il faut dire les choses, mais il ne faut pas raconter n'importe quoi. Dans tous les cas de figure, le propre d'un pays, c'est de se défendre, d'assurer sa sécurité. Mais il faut y penser en permanence, et pas seulement au moment où il y a des crises. C'est-à-dire qu'une démocratie, elle doit avoir une armée pour se protéger, des institutions démocratiques, un système de valeurs. C'est pas au moment où l'histoire s'accélère qu'il faut se dire « Ah ben tiens, si on pouvait faire un peu plus de défense, si on peut faire un peu plus d'armée... » Voilà, c'est pas... Un pays, c'est pas n'importe quoi. Et on l'oublie. Voilà, en fait, on l'oublie et toujours, c'était la référence tout à l'heure à Aimé Giral, toujours se dire, et je le dis aux jeunes, si vous êtes là aujourd'hui, dans la liberté dans laquelle vous évoluez, c'est parce que avant vous, des générations et des générations ont travaillé, se sont sacrifiés ou sont morts dans des guerres abominables,
Et je trouve que ça fait un peu ringard de le dire, et pourtant c'est essentiel. Voilà. Pour revenir à la peur que l'on nous fait, c'est la technique de la présidence actuelle. Est-ce que vous pensez que, quand on les écoute, on serait à l'aube d'une 3e guerre mondiale? Est-ce que vous y croyez à cette guerre mondiale à venir? Vous savez, les guerres sont vite arrivées. Il n'y a pas que ce pouvoir-là, c'est à l'échelle du monde, mais tout peut arriver. Mais il faut s'y préparer. Et en tout cas, il faut l'avoir en tête. Et pas faire comme si ça n'existait pas. Mais il ne faut pas non plus faire croire que c'est demain qu'il va se passer je ne sais quoi. D'ailleurs, la guerre, elle est chez nous. Un peu, avec tous les attentats que nous avons subis. Et donc, c'est tout ça qu'il faut regarder. Et il faut, dans les écoles, notamment, faire prendre conscience à nos jeunes que la vie, elle est libre, nous sommes des citoyens égaux et libres, mais qu'il y a des dangers, et ces dangers, il faut les regarder en face. Il faut les montrer, il faut les pointer du doigt, et il faut respecter les règles. La République, c'est pas l'anarchie. La République, c'est l'ordre. Et cet ordre, nécessairement, il contraint. C'est pas le règne du « je fais ce que je veux ». C'est l'intérêt général est supérieur aux intérêts individuels. Malheureusement, la vie aujourd'hui, c'est les intérêts individuels prennent le pas sur l'intérêt général, et ça peut avoir des conséquences très graves. Je vais continuer avec les choses désagréables. La pandémie, comment vous l'avez vécue? Et les vaccins, Louis Alliot? Alors la pandémie, je l'ai vécue comme tout le monde à la maison. C'était pas une période agréable. J'avais la chance d'être député, donc ça me permettait de sortir pour voir comment ça se passait. Mais je pensais beaucoup à tous ces Français qui étaient cloîtrés chez eux pendant 2 mois sans pouvoir sortir. Tous ces Français qui ont vécu dans la terreur, ou qui ont été malades, ou qui sont morts. Parce que c'est aussi, ça a été aussi ça. Mais je pense très honnêtement qu'elle n'a pas été gérée comme elle aurait dû l'être, qu'il y a eu une dramatisation absolument incroyable, qu'il y a eu aussi des désinformations incroyables. Je repense on s'appelle au respirateur artificiel. Alors vous allez me dire, plus personne n'en parle. On s'est aperçu qu'on n'avait pas assez de respirateurs dans les hôpitaux. Et donc, on a dit, oh là là, il faut relancer les respirateurs, enfin, il faut relancer l'industrie. En fait, on n'avait plus rien. On n'avait même pas de masque. Même pas de masque. Et je me souviens que, à cette époque-là, et même, il fallait avoir des réseaux pour aller chercher des masques et les distribuer à d'autres. Moi, par exemple, ma femme Véronique, avec son réseau et ses amis d'infirmiers ou d'infirmières, eh bien, on s'est débrouillé à avoir des masques avec les copains qui avaient des entreprises, etc., pour les donner à des infirmiers qui n'avaient pas de masques. La France, soi-disant 5e puissance du monde, était infoutue de donner des masques à ses infirmiers. Bon, voilà. Et dans les hôpitaux, on avait des combinaisons, les gens s'habillaient avec des sacs en plastique parce qu'il n'y avait même pas de combinaison. Il faut se rendre compte de ça. Vous avez des gens qui font les malins à la télévision, mais au moment du Covid, on a vécu ça. Il ferait bien d'être modeste, parce que ça, pour le coup, ça leur incombe. Ça leur incombe. Alors le vaccin, c'est pareil. On a eu tous les vaccins du monde, sauf un vaccin français. Alors que c'est Pasteur qui a inventé les vaccins, c'est la France qui était leader dans le domaine. Et je pense que là, la responsabilité, elle est écrasante pour nos dirigeants. Écrasante. Il faut avoir chez nous toutes les productions qui nous permettent de nous protéger de l'extérieur. C'est pas difficile. Alors c'est pas un bunker ou des barbelés, mais pour la maladie, c'est l'industrie qui va avec, c'est-à-dire de produire du Doliprane en France, ce qui n'était pas le cas avant le Covid, puisqu'on avait délocalisé la production, par exemple, de Doliprane, hein, mais c'est valable pour l'ensemble de la chaîne de santé. La France faisait figure de peloton de tête sur le domaine de la santé, et aujourd'hui, vous avez un manque de médecins partout dans les hôpitaux, vous avez une actualité de désertification médicale absolument dramatique, et la santé est devenue un enjeu d'inégalité et d'égalité. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas quelqu'un aujourd'hui
dans un hôpital ou dans vos réseaux, dans vos amis, eh bien, vous avez des rendez-vous que vous n'aurez pas, ou alors très tard. Un dermatologue, un cardiologue, et ça c'est dramatique pour un pays comme le nôtre. Ça prouve le manque d'anticipation de notre élite qui se gargarise d'être savante et qui est prompte à donner des leçons à la terre entière, mais qui est incapable chez elle de faire ce qu'elle devrait faire. Et ça me met hors de moi. Parlons musique, Louis. Quels sont vos artistes préférés? J'en ai beaucoup, mais il y en a un qui sort du lot, c'est Michel Sardou. Ça fait très franchouillard, mais Sardou, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Des artistes, j'ai manqué, il faut le dire, Johnny, parce que je l'écoute maintenant, mais c'est vrai que j'étais plus Sardou que Johnny. Et pourtant, c'est vrai que quand on regarde, et j'ai regardé notamment des vidéos, en fait, des concerts de Johnny, ça devait valoir le coup quand même. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que vous avez un concert marquant, un souvenir musical qui vous est marqué? Un concert, j'étais allé voir Tina Turner à Toulouse dans les années 90, et j'avoue que sur scène, c'était assez impressionnant. Et en architecture, Louis, quel est le monument que vous préférez? Si on regarde à l'échelle de la France, la grandeur de la France, c'est le Roi Soleil et c'est Versailles. Mais ça peut être le Palais des Rois de Majorque à Perpignan, trop peu connu, et pourtant essentiel à l'histoire de la ville. Et que l'on peut visiter, même si malheureusement le département ne le met pas en valeur tel qu'il faudrait qu'il soit. La mode, Louis, ça vous plaît? Est-ce que vous avez un couturier de référence? Très honnêtement, non. Je suis assez distant avec tout ça, mais ça existe et c'est essentiel à l'industrie de la France et à l'économie française et je m'en félicite. Mais c'est vrai que je suis un peu en dehors de ce milieu-là. Vous êtes boutique ou vous achetez en ligne ou c'est pas vous qui le faites, c'est vous déléguez ça? Je délègue, mais je fais les deux. Mais il faut que ce soit rapide en fait. Vous êtes gadget? Oui, nouvelles technologies notamment, mais oui, assez. Qu'est-ce qu'un vendeur pourrait vous convaincre d'acheter? Vous êtes plutôt high-tech, dernière technologie? Un peu tout. Hein. Il pourrait me convaincre d'acheter par exemple, je sais pas moi, une Alpine Renault par exemple. Même si ça devient... C'est une marque qui est revenue un peu à la mode en France, mais entre la querelle des électriques et des thermiques, malheureusement, ça va pas être facile de maintenir ce genre de voiture pour l'avenir. Vous parliez des voyages tout à l'heure, moyen d'évasion. Est-ce que vous avez une destination préférée? Alors, pas destination préférée, c'est le Pacifique. C'est Tahiti, mais c'est aussi la Nouvelle-Calédonie. Ça reste la France. Et donc, effectivement, c'est des endroits où je pense je pourrais y vivre. Même si c'est petit, finalement, et très loin. Mais je pense que quand on va sur ces îles, le temps s'arrête un peu. La vie va moins vite. Et plus on vieillit, finalement, et plus on voit bien que le temps s'écoule de plus en plus. Et qu'on aimerait réfléchir sur beaucoup de choses et on n'a pas le temps. Donc l'idée, c'est quand même de se poser pour un être humain et de réfléchir à sa vie et à sa famille, à ce qu'on aimerait. Et ça fera partie, si je suis un jour à la retraite, je l'espère, ça fera partie de mes occupations. Un mode de transport favori? Ça reste la voiture, je suis comme tout le monde, mais j'ai la chance de prendre aussi beaucoup l'avion ou le train. Et ce sont deux moyens de transport où la France excelle. Donc, et c'est là qu'on voit d'ailleurs que la France et l'Europe représentent encore quelque chose dans le monde. Et c'est bon aussi de se rassurer de ce côté-là. C'est pas que les mauvais côtés de notre pays. Il
Il faut regarder aussi les bons côtés. Dans les bons côtés, c'est aussi l'excellence française dans les transports, et le train, le TGV, même s'il n'est pas arrivé à Perpignan, il y arrivera un jour. Pas encore soyons positifs. Oui, ou Airbus, évidemment, l'industrie de l'aéronautique, ou l'énergie, tout simplement, et qui est aussi un des grands enjeux de demain. Et la France a une longueur d'avance avec son industrie électrique et notamment l'énergie nucléaire. Donc il ne faut pas désespérer quand même. Il y a beaucoup de voyants rouges, mais il y en a quelques-uns qui nous permettent de dire que demain, ça pourrait très vite revenir au vert. On parlait de Jésus-Christ tout à l'heure. Votre rapport à la spiritualité ou à la religion? Je suis un croyant, je suis croyant. J'ai été baptisé. Ma mère était issue d'une famille mixte, puisque son père était juif, sa mère était catholique. Du côté de mon père, on est catholique, mais catholique. Pas pratiquant. Pas pratiquant, non, pas pratiquant, mais ça reste pour moi important. Avec une variante, c'est de ne pas l'imposer aux autres. Voilà, ça reste dans le domaine du privé, de la sphère privée, et c'est le problème des religions aujourd'hui. Notre culture, elle est pétrie de chrétienté, c'est comme ça. C'est le baptême de Clovis, c'est le catholicisme et la chrétienté qui a façonné la France et qui a façonné l'Europe. Et il faut se féliciter de cela. Mais maintenant, la croyance, elle est intime. Et on doit la garder pour soi, sans l'imposer aux autres. C'est bien le problème aujourd'hui de religions qui mêlent la politique, le spirituel et le politique, et qui essayent d'imposer le spirituel par de la politique, et y compris quelquefois par la violence. C'est pour ça que je suis très vigilant sur toutes ces questions. Et que précisément, c'est pour ça que je suis très républicain, et que la laïcité est quelque chose d'important dans notre pays, qui est de moins en moins enseignée et de moins en moins comprise par nos jeunes, et qui pourtant est essentielle. La laïcité, c'est pas un concept ni anti je ne sais quoi. À l'origine, il était anti-catholique. La laïcité s'est imposée pour sortir de la sphère publique la religion catholique. Et ça devrait être aujourd'hui un rempart contre le prosélytisme d'autres religions. La laïcité, c'est tu rendras à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. C'est-à-dire que la croyance, elle est pour soi, mais la gouvernance publique, la chose publique, elle est du domaine du temporel, c'est-à-dire du maire dans sa commune, du président de la République pour la France, et la religion ne doit pas interférer là-dedans. Et aujourd'hui, tout ça, ces repères-là sont brouillés, et il faut être très vigilant, parce qu'on peut très vite basculer d'un système à l'autre. Quel serait le moyen le plus simple pour venir à une laïcité, justement, plus répandue, quelque chose de plus fondamental et appliquer la règle. Voilà, cette règle, elle est intemporelle et elle est inscrite dans le marbre de nos textes constitutionnels, et on se doit de la respecter. Moi, je conçois qu'on ne veuille pas la respecter. Après tout, c'est la liberté de chacun. Mais si on conçoit ou si on ne veut pas la respecter, eh bien, il faut alors aller vivre ailleurs, c'est-à-dire dans des pays qui n'ont pas cette laïcité. Mais en France, c'est un soubassement de notre vie en commun. Et c'est ce que je m'évertue à dire. Si vous n'êtes pas capable de mettre votre religion après la chose publique, notre vie en commun, ça posera des problèmes. C'est que vous n'êtes pas fait pour rester en France ou pour vivre en France. Car des générations et des générations et des générations de gens ont respecté cela, et ça fait partie de l'ADN de la République française. Si vous sortez ça, il n'y a plus de République. Il y aura autre chose, mais il n'y aura plus de République. Surtout que nos générations ont quand même vécu cette chance de vivre en communauté, avec ces communautés différentes. Surtout qu'on a quand même la chance de pouvoir vivre avec une diversité géographique, un pluralisme des opinions, et donc on peut très bien être d'une autre religion et vivre pacifiquement en France. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Hein.
Depuis quand ça s'est... C'est très difficile, c'est financé de l'extérieur, ça s'est installé dans beaucoup de nos quartiers et ça n'a pas été combattu. Des générations de gens qui venaient d'ailleurs, de religions différentes, se sont installés chez nous et sont devenus des Français sans problème. Et ils ont prouvé que c'était possible. Et aujourd'hui, dans ce 21e siècle, il y a des gens qui arrivent et qui nous disent il faut faire ci, il faut faire ça, il faut s'habiller comme ça, il faut s'habiller comme ci. Mais attendez, vous êtes venus en France, c'est pas pour vous nous imposer ce que vous voulez vous. C'est à vous adapter à ce que veut la France. Et ça, c'est quand même un discours qui est très difficile à tenir aujourd'hui et très inquiétant. C'est très inquiétant quand on a grandi dans cette France Bien sûr. Avec cette diversité. Moi, je suis un enfant. Voilà, Moi, je suis un enfant d'école publique. Bon, l'école publique, il y avait de tout, de toutes origines, de toutes conditions. On grandissait avec les Portugais, les Espagnols, toutes les Maghrébins. origines. Et il y avait des frictions, mais il y a toujours des frictions. Voilà, c'est comme ça. Et là, aujourd'hui, on sent qu'il y a c'est pas des frictions, c'est des tensions. Et c'est de la violence, in fine. Et quand on en arrive à Charlie Hebdo, ou qu'on en arrive à Samuel Paty, c'est qu'il y a un problème. Voilà, il y a un gros problème. Et personne ne veut dire les choses, et il y en a quelques-uns qui le disent quand même, dont je pense faire partie. L'univers, un spectre plus large, l'univers, Louis Alliot, les étoiles, l'inexpliqué. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des ovnis, du voyage spatial? J'en pense qu'on est dans l'infiniment petit face à un infiniment grand et que on n'est même pas un petit point dans l'histoire du monde. On est de passage. Et d'où nous venons et où nous allons, eh bien, on le saura un jour, comme tout le monde. Mais après, pour le reste, je doute qu'on soit seul dans l'univers, sans tomber dans la caricature des petits hommes verts. Mais jusqu'à présent, on m'a pas prouvé qu'il y avait autre chose, donc je suis comme tout le monde, je regarde ça, je lis, j'écoute. Mais c'est sûr que aujourd'hui, on voit bien que face aux millions de milliards d'étoiles, il doit bien se passer des choses ailleurs. Ou alors c'est que vraiment, ce serait un miracle. Et votre vision sur l'intelligence artificielle, alors? Ben, je pense que c'est la grande révolution qui vaut celle de l'imprimerie avec Gutenberg, qui vaut celle de l'invention de l'électricité ou des choses comme ça. C'est une révolution en cours et qu'on n'y échappe pas. On peut dire ben, ça me plaît pas, que ça te plaise ou pas, c'est comme ça. Et il vaut mieux s'y adapter que laisser courir. Mais c'est sûr que ça va transformer des parcours de vie, ça va transformer des professions, ça va ouvrir d'autres horizons, mais ça va aussi beaucoup inquiéter dans beaucoup de domaines, puisque la santé, des choses comme ça va être passionnant de voir ce que l'intelligence artificielle va nous apporter. Et après, il y a la maîtrise de cette intelligence artificielle qui se nourrit tous les jours de toutes les intelligences en ligne, si je puis dire. Donc voilà, il faut que la France investisse beaucoup dans cette intelligence artificielle et qu'on ne soit pas laissé à la main de quelques intérêts privés mondiaux ou de nations, d'autres nations qui ont déjà un avantage important sur nous. Je pense à des mastodontes comme la Chine ou les États-Unis ou l'Inde qui investissent massivement dans l'intelligence artificielle, ou des sociétés qui, grâce à leur avance sur l'intelligence artificielle, ont acquis un avantage très important. Musk en est un exemple, en matière de spatial et en matière maintenant d'intelligence artificielle. Et donc, il faut trouver là aussi, la vie c'est un équilibre. Il faut trouver cet équilibre-là pour que l'intelligence artificielle ne soit pas mise demain
au service de projets totalitaires. Oui, parce que vous dites qu'elle est très positive, et c'est vrai, mais elle peut être utilisée à mauvais escient. C'est sûr. De la même façon. Juridiquement, qu'est-ce qui permettrait de régir, justement, est-ce qu'il existe des lois aujourd'hui pour régir cette intelligence artificielle? C'est en train d'être discuté. Mais ça sera très difficile. Et vous parliez de juridisme, demain, par exemple, une profession comme avocat, en un clic, vous pourrez avoir déjà la résolution du problème juridique et les plaidoiries qui vont avec. Les médecins, demain, des machines pourront vous faire le diagnostic et vous prescrire les médicaments. Ça existe déjà. Hein. Il y a beaucoup de domaines comme ça qui vont être quand même à regarder de près. Et pour les armes, est-ce qu'il y a des limites aujourd'hui? Si vous voulez, on a l'impression de vivre, enfin ma génération, de vivre aujourd'hui au gré des innovations, ce que l'on nous présentait il y a 40 ans comme des films de science-fiction. C'est-à-dire, je prends un truc aussi bête que Robocop. C'était un film au départ. Qui a eu son... Aujourd'hui, vous l'avez dans les rues. J'ai vu en Chine... la semaine dernière, un patrouilleur qui est un robot ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Et jusqu'où ça va aller? Des soldats. Demain, plus besoin de soldats, puisqu'il y aura des robots. Plus besoin de pilotes dans les avions, puisque les drones prendront leur place, etc., etc. Je crois qu'on ne se rend pas compte de la révolution qui va s'accélérer, parce que là, c'est pas, on fait une pause, hein. Il n'y a pas de pause. Tous les jours, l'IA se nourrit de tout ce qui se produit partout dans le monde. Donc je ne sais pas jusqu'où ça va arriver, mais il faut s'y préparer. En tout cas, il faut s'adapter, voilà. Votre routine santé ou vos gestes écologiques, en avez-vous? Bon, le geste écologique, on essaye de préserver quand même, dans les gestes du quotidien, ne pas jeter des papiers dans la rue, ne pas jeter un chewing-gum dans la rue, ne pas jeter des poubelles dans la rue, ce qui est un sport quand même malheureusement assez perpignanais dans certains quartiers. Sinon, l'économie de l'eau. Je crois que de plus en plus on a conscience de l'importance de l'eau, surtout dans notre département. Et donc voilà, on est des Français comme tout le monde, donc on s'adapte aux circonstances et on essaye de faire. Ce qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas tomber dans l'écologisme, lui aussi totalitaire. C'est-à-dire là, il ne faut plus manger de viande, il faut interdire la chasse, je ne sais pas, tout ce qu'on peut voir. Il faut quand même maintenir un certain nombre de choses sans tomber dans la caricature. Donc préserver la planète, évidemment, oui. Tenir compte des réalités, faire des constructions plus écologiques, des choses comme ça, oui, évidemment. Mais non à l'écologie punitive qui fait qu'aujourd'hui, grâce ou à cause de la ZFE, on va fermer Perpignan. Si vous n'avez pas la voiture avec le critère je ne sais quoi, 1 ou 2, eh bien vous ne viendrez plus à Perpignan. Mais comment font les gens alors? Puisque c'est simple, les Pyrénées-Orientales, c'est Perpignan, 120 000 habitants, et le reste du département, graduellement, avec des villes plus petites. Mais c'est l'hôpital, c'est les lycées, c'est le théâtre, c'est le conservatoire, c'est un certain nombre de services de centralité. Et on fait comment quand on n'a pas les moyens de s'acheter des voitures écologiques? Et ça, j'ai l'impression que ça passe à très loin des préoccupations d'un certain nombre d'écologistes qui n'en sont pas. Leur projet de vie, c'est interdire. Voilà. Et vous, en tant que maire, aujourd'hui, vous n'avez pas d'option pour arrêter ça? Si, on se bat et j'espère qu'on sera suivi par les autres maires, par exemple de la communauté urbaine. Et parce que c'est une affaire qui est gravissime. On nous punit de choses que nous ne faisons pas. Et d'ailleurs, l'air est beaucoup moins pollué à Perpignan qu'il ne l'est d'ailleurs dans des grandes métropoles. Mais on ne se rend pas compte qu'on a une autoroute qui traverse Perpignan. Que cette autoroute, elle a 12 000 camions jour. Et il faudrait quand même tenir compte de ça aussi, dans leurs calculs savants à tous. Et qu'on y est pour rien. Parce que les camions, ils passent, mais
Ça s'arrête un peu à Saint-Charles, mais ils ne font que passer. Et donc, on ne tient pas compte de cet environnement et c'est assez désagréable de voir ça. Parlons animaux, Louis. Quelle est votre relation avec les animaux? Est-ce que vous avez des anecdotes personnelles? Je suis un adorateur de chats, mais de chiens aussi. J'ai eu un très beau chien des Pyrénées, un patou, qui s'appelait Kiwi. Et j'ai encore un chat, une petite chatte, qui s'appelle Diva. Et les enfants de mon épouse ont chacune un teckel. Donc les animaux font partie de ma vie. Et jeune, j'étais aussi un amoureux des lectures, de tous les albums qu'on avait à disposition sur la connaissance du milieu, les oiseaux, les reptiles. Enfin voilà, un adorateur de toute nature et de tous ces animaux. Aujourd'hui, je trouve que ça devient compliqué. Je serais capable de violence par des actes abominables sur l'abandon des animaux, par exemple. Et chaque fois que je vois ces campagnes de la SPA, notamment au moment des vacances, et qu'il y a des gens qui sont assez barbares pour adopter des animaux, des compagnons de vie, et de les abandonner alors qu'ils sont, j'allais dire, l'innocence même, puisque ça, j'avoue que je serais capable de beaucoup de choses, et c'est pour ça que ceux-là, il faut les punir sévèrement. Et c'est de plus en plus le cas quand on les attrape, mais je pense que ça, c'est important, et comme le commerce d'animaux exotiques, c'est aussi quelque chose qui est aujourd'hui pratiquement en vente libre, et j'ai trouvé ça très anormal qu'on puisse s'offrir un lézard de je ne sais où, un serpent de je ne sais où. Bon, ça fait partie de la consommation. Aujourd'hui, on consomme et on prend un animal, bon ben voilà, on le fait venir et ça, c'est assez choquant. Pour rigoler un peu, si vous pouviez être un animal, lequel seriez-vous pour une journée? Ça dépend. Si vous voulez aller découvrir le fond des océans, vous prendrez peut-être la peau d'un dauphin. Mais si vous voulez aller découvrir le monde en le regardant de plus haut, à ce moment-là, un oiseau, soit un aigle, soit un oiseau migrateur pour parcourir le monde. Il n'y a donc pas de préférence, mais sûrement la vue du monde d'en haut ou des profondeurs, effectivement, c'est quelque chose qui doit être passionnant. On va revenir à des choses plus sérieuses, la politique. À quel moment vous avez réalisé que vous vouliez faire de la politique? C'est au moment où j'ai vu que la droite, tout à l'heure je l'ai dit, le RPR de l'époque, qui est aujourd'hui les LR, quoi, je résume, ne ferait pas ce qu'ils avaient promis de faire. Et donc je me suis dit, la gauche a échoué, 81, Mitterrand, une catastrophe nationale, qui est toujours d'ailleurs une catastrophe. La droite, pas mieux, quoi qu'on en pense, il faut donc choisir ailleurs. Et c'est pour ça que je me suis engagé en politique, dans un parti à l'image pas facile, mais où je me sentais beaucoup plus à l'aise, parce que finalement, tout était à faire, et que nous avions aucune responsabilité dans tout ce que l'on peut voir aujourd'hui. Et le fait d'être aussi, entre guillemets, un enfant de la base, un père plâtrier, une mère institutrice, plus tard conseillère principale d'éducation, ayant fait quelques études, mais n'ayant pas fait les grandes écoles, là aussi c'est important, parce que les grandes écoles ne sont pas à dénigrer. C'est bien qu'il y ait des grandes écoles, et la France doit s'enorgueillir d'avoir des grandes écoles, polytechniques, etc. Mais ces gens-là ont finalement constitué une caste en haut du pouvoir, sont les mêmes dans tous les partis, et ont oublié qu'ils étaient au service de leur pays. Et c'est comme ça que il faut considérer que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et vous pouvez être un député
un élu local, ou pourquoi pas un président, même si vous n'êtes pas passé par les grandes écoles. Et ça me paraît essentiel. Et malheureusement, la Ve République, notamment, a été colonisée, entre guillemets, dans ses députés par la haute fonction publique qui a les résultats que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est important pour tous les citoyens de s'impliquer, de militer et de s'engager. À quel âge vous l'avez fait? Je l'ai fait à 17 ans, assez tardivement d'ailleurs. Hein. J'ai attendu d'être à l'université pour le faire vraiment. Mais j'avais pris ma carte, j'ai attendu d'avoir 18 ans dans un parti politique. Et le moment décisif pour rejoindre le Rassemblement national, vous aviez quel âge? Le moment décisif, c'est 91. C'est Carpentras. Alors là aussi, les jeunes... il y avait eu une abominable profanation d'un cimetière juif à Carpentras, qui est une ville dans le Vaucluse. Ils avaient déterré un mort et fait une mise en scène sordide. Et ils avaient tenté de faire porter le chapeau à l'ancien Front National. Or, il se trouvait que moi-même, de par ma famille, on avait une partie donc, qui était d'origine juive. Donc, je ne voyais pas très bien pourquoi il y avait des gens qui feraient ce genre d'atrocité. Et puis surtout, j'avais un ami, deux amis. Un ami à ce moment-là qui s'appelait Fernand Teboul, qui était conseiller municipal juif de Sorgues, qui est la ville d'à côté de Carpentras, et la femme d'un ami très proche, qui elle était conseillère municipale de Carpentras et qui était elle aussi juive. Donc c'est là qu'on voit le mensonge de la politique, la manipulation et l'exploitation d'un fait sordide. Et là, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser passer ça. Et j'étais à l'université, donc, et j'ai décidé, je me suis dit, je vais m'engager plus, parce qu'on ne peut pas laisser raconter n'importe quoi. Et je dois dire que ça a été un des éléments moteurs de mon engagement vraiment à fond pour la politique. Et pour le Rassemblement national? Ben pour le Rassemblement national, c'est pareil, c'est la continuité. Mais il y a quand même l'idée au fond que les autres ont échoué et que c'est maintenant à nous de prouver ce qu'on sait faire. Et nonobstant toutes les difficultés, les provocations des uns ou des autres, ça reste quand même la ligne directrice. La gauche a échoué, la droite a échoué, c'est maintenant à nous. Et depuis, je ne cesse de me battre pour mes idées. Et Perpignan, aujourd'hui, j'allais dire, est à mi-chemin entre les deux. Parce que quand vous êtes maire, vous n'êtes pas maire que pour ceux qui ont voté pour vous ou que ceux qui sont du Rassemblement national. Ça n'aurait aucun sens. Vous êtes maire de tous les Perpignanais. Et donc, vous ne pouvez pas non plus faire ce que vous voulez, et heureusement. En revanche, politiquement, je porte des idées, et je les défends au niveau national, et même international. Donc, c'est quand même important, et je pense qu'on est en train d'être dans une période de bascule qui va voir ce que je défends, moi, depuis maintenant 30 ans, se réaliser concrètement par le pouvoir que nous exercerons. Donc, c'est une aventure fabuleuse. Vos objectifs initiaux en politique, qu'espériez-vous accomplir? Rendre la vie meilleure à nos concitoyens les plus modestes, parce qu'on s'aperçoit que c'est comme ça, ça fait partie du paysage français. Il y a une France qui vit bien, mais il y a une France qui boucle pas les fins de mois. Alors il ne s'agit pas de les opposer, il s'agit d'aller aider les plus faibles et d'arrondir, j'allais dire, les angles qui font que il y a des populations qui vivent pas bien, pour X raisons. Hein. Et ça me paraît être le grand échec de la gauche. La gauche, elle a été constituée historiquement, entre guillemets, c'est peut-être une fiction, et on se fait pour aider les faibles, le peuple, les nécessiteux, en tout cas dans l'imaginaire de la gauche, c'est pour ça.
Et on s'est aperçu au fur et à mesure que la gauche aux affaires, elle a fait beaucoup plus pour les riches que pour les pauvres. Et inversement, la droite, elle, qui était faite pour protéger la sécurité, l'ordre, alors elle a fait l'inverse. Elle n'a pas protégé le peuple, elle a vendu sa souveraineté à l'Europe, elle a complètement trahi les idéaux qui étaient défendus par le général de Gaulle. Bon, voilà. Donc si vous voulez, quand vous regardez, une partie de ma famille était à gauche, mais la désillusion est totale, et une partie était à droite, la désillusion est aussi totale. Donc il faut quand même bien rétablir ce que veulent les Français, qui eux sont aujourd'hui et de droite et de gauche. Ils n'ont pas ni à droite ni à gauche finalement. Et qui veulent vivre normalement, librement, décemment, dans un pays qui garde sa fierté d'être ce que nous sommes. Et aujourd'hui, on le voit plus. Et c'est pour ça que moi je me suis engagé. Je pense qu'on avait un message à faire, et d'ailleurs j'avais toujours dit que le jour où on y arrivait, je pourrais arrêter la politique, parce que finalement je serais arrivé à l'aboutissement de ce pourquoi je me suis battu. Et je pense que c'est peut-être ce que je ferai. C'est-à-dire que je pense pas que vous me retrouviez en politique à 80 ans, par exemple. Je crois pas. Et j'en suis même sûr. Et parce que je pense qu'il faut aussi transmettre le flambeau à d'autres, et qu'il n'est jamais bon de s'enquister dans une mission, une fonction. Et les gens ne se rendent pas compte que la politique, c'est du 24-24, 7 jours sur 7, et maire encore plus. Et c'est usant. Donc autant que passionnant. Exactement, mais il faut le faire parce que c'est une mission, c'est un devoir, et j'y prends du plaisir. Et Perpignan, de ce point de vue-là, est une ville magnifique, hein, qui a été beaucoup abîmée et sur laquelle on peut construire. C'est ça qui est passionnant à Perpignan, mais il ne faut pas non plus croire qu'il faut s'accrocher au pouvoir comme l'ont fait ici des Jean-Paul Alduy, des gens comme ça qui finalement se sont accrochés aux branches du pouvoir pour laisser un résultat, somme toute, assez piteux. Vous œuvrez à Perpignan au quotidien, comme vous dites. Votre projet dont vous êtes le plus fier depuis votre mandat? Alors le plus fier, c'est d'avoir... il y en a deux. C'est d'avoir rétabli une certaine image de sécurité, de qualité de vie, même si c'est très difficile et qu'il y a beaucoup à faire encore. Et la deuxième chose, c'est d'avoir renoué le lien avec notre passé majorquin et le jumelage avec Palma de Majorque, qui a un sens. C'est nous. C'est la loge de mer, le palais des rois de Majorque. Quand vous allez à Palma, vous avez les mêmes, ou en plus grand. Et d'ailleurs, ils ont été faits par un architecte perpignanais, roussillonnais. Et donc ça a du sens, et je veux dire, je suis assez fier. Et ça aussi, c'est un passé que, pour des raisons que je ne vais pas expliquer, certains n'ont pas voulu trop mettre en avant, mais c'est notre histoire. Et cette parenthèse, en plus, a été la plus prospère de l'histoire de Perpignan. Donc si on pouvait renouer aussi avec la prospérité, ce que je m'astreins à développer, à faire comprendre, ça sera magnifique. Donc je suis très, très fier de cela, d'avoir fait ça avec mon équipe. Les décisions les plus difficiles à prendre en tant que maire, que sont-elles? Les décisions les plus difficiles en tant que maire, c'est justement de ne pas avoir les pouvoirs d'en prendre certains. Voilà. Parce que la loi vous impose de faire référence à des textes qui vous dépassent. Très clairement, j'aimerais que la police municipale fasse plus, mais on est tributaire de ce que les textes donnent comme pouvoir à la police nationale. C'est bien, cette répartition. Encore faut-il que l'État donne à la police nationale toutes les prérogatives de faire ce qu'elle a à faire. Et malheureusement, elle n'a pas les moyens de le faire. Et ça, c'est assez choquant. Mais c'est valable aussi dans le purement urbanistique et administratif. On a un projet de parc à thème, numérique, culturel, prometteur, qui fait appel à l'intelligence artificielle, au cinéma, au monde du cinéma.
Et on a le concepteur, on a des financeurs, ils ont même trouvé le terrain. Et jusqu'à aujourd'hui, on est empêché de le faire parce que il y a des contraintes d'utilisation d'hectares au sein de la communauté d'Aglo et du département. Ça n'a aucun sens. On est une ville marquée par une certaine pauvreté, on a un département marqué par une certaine pauvreté, et tous les projets économiques qui amènent des milliers d'emplois devraient être portés et dérogatoires à tout ce qu'on peut connaître. Et malheureusement, c'est pas le cas. Donc, si vous voulez, le plus dur, c'est de contempler le fait qu'on ne puisse pas prendre ces décisions-là parce que c'est à d'autres de les prendre, mais ils ne les prennent pas. Et ça, c'est rageant, parce qu'on perd du temps. Votre regard sur l'avenir de Perpignan nous intéresse beaucoup, Louis Alliot. Perpignan est un corridor, un couloir de vie entre l'Espagne et la France, entre Madrid, j'allais dire, puisque Madrid est aujourd'hui à 3h30 de Perpignan. On l'oublie. Paris est à 5h30. Donc on est entre Toulouse, Montpellier et l'Espagne, et Barcelone évidemment, mais Valencia aussi. Les Espagnols avancent beaucoup plus vite que nous sur la mobilité. Et TGV, ils prévoient un TGV à Valencia, ils prévoient une gare à l'aéroport de Gérone, et nous on en est encore en train de discuter, de savoir si le TGV, comment, pourquoi, tout ça est pathétique, mais par des gens qui vous donnent des leçons par ailleurs. Et ça, moi, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est effrayant, une espèce d'inertie française qui nous fait perdre un temps fou. Et le TGV fait partie de ces inerties françaises. Bordeaux, qui était déjà une ville bourgeoise, etc., a explosé avec l'arrivée du TGV, il y a quelques années. Paris-Bordeaux, 2 heures. Nous, ici, on est à la remorque de tout en permanence. C'est pas normal. Et pourtant, on ne sent pas, quand vous avez un projet, une forte envie de faire bouger les choses. On a l'impression que Perpignan, c'est au fond là-bas, et c'est pas normal. Et là, quand même, la responsabilité d'un certain nombre de personnes du département est engagée. Il y a des gens ici qui ont eu la mairie, la communauté d'Aglo, tous les parlementaires, et qui n'ont pas fait avancer d'1 centimètre le dossier du TGV. C'est dramatique. Ils portent la responsabilité de ça. Et pourquoi on ne veut pas évoluer avec son temps sur ces dimensions-là? Je ne sais pas, il y a... Votre avis, expérience? Mais pourtant, alors on dit qu'il y a un entre-soi. C'est pas tout à fait vrai. Parce que les Perpignanais ont été capables d'élire quelqu'un qui n'était pas forcément un Catalan d'origine. Encore que, depuis maintenant un certain nombre de mes amis ont mis en avant que les Alliot, une partie de la famille Alliot vient aussi de notre département. Parce que quand vous êtes dans les Pyrénées, en fait, vous savez, entre l'Ariège et la Cerdagne, on est quand même... c'est un peu la même chose. Hein, bon. Et donc... mais il y a une inertie qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est vrai. Et pourtant, il y a les gens sont attachants, les gens sont généreux, les gens sont gentils, sont doués, il y a du talent, il y a des talents beaucoup, hein. Il y a des initiatives magnifiques dans le tourisme, l'hôtellerie, même les services, ou maintenant dans les nouvelles technologies, il y a de belles entreprises. Et pour autant, on en est toujours à discuter de choses invraisemblables. Et c'est usant, ça aussi, de voir que ça n'avance pas. Et le TGV est particulièrement usant. Pardon, Louis, ce serait ce côté traditionnaliste qui freinerait l'avancée des choses, en faisant référence à ce dont vous parlez? Non, je crois que il y a une fierté, c'est vrai, mais je pense qu'il y a une grosse dose d'orgueil aussi. C'est ce qui nous caractérise. Et l'orgueil, c'est une valeur nécessaire, dont on peut discuter, nécessaire, mais elle peut être handicapante. Voilà. Et
c'est bien de montrer ce que l'on est, de défendre ce que l'on est, etc. Mais il faut s'adapter au monde. Vous pouvez pas dire, ah ben nous on est tranquille là-bas, parce que d'abord on n'est pas tranquille, et que on peut pas dire que les résultats soient très probants de cette politique. Je veux dire, il y a qu'à voir les valeurs. L'extrême pauvreté côtoie l'extrême richesse, parce que c'est le cas ici. Et c'est bien pour les riches et pour les gens qui ont des moyens. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de préserver l'outil économique qui permet à certains de bien vivre, mais c'est surtout de sortir celles et ceux qui n'ont rien pour leur permettre d'accéder à un niveau de vie, à une vie meilleure, à une certaine prospérité. Et ça, c'est le devoir des politiques, normalement. C'est pas de contester tout ce qui se fait. On entend à l'échelle nationale que Perpignan est une ville des plus pauvres. Est-ce toujours le cas ? C'est le cas parce que vous avez un taux de chômage qui est supérieur à la moyenne nationale. C'est le cas parce que vous avez 9 quartiers prioritaires sur 10. 9 sont à Perpignan. C'est le cas parce que vous avez des quartiers où le taux de chômage est à 80%. Tout ça, c'est la réalité. Mais j'allais dire, elle ne date pas de 2020 quand je suis arrivé à la mairie. C'est le long processus de 50 ans de vie politique pour en arriver là, et qui n'a jamais été corrigé. Donc si vous prenez Saint-Jacques et la rénovation urbaine, par exemple, c'est la première fois depuis 30 ans que l'on va construire à Saint-Jacques et que l'on ne va pas détruire. C'est la première fois. Alors, ça fait pas la une des journaux, d'abord parce que le journal du coin est un journal militant qui ne rend pas compte de ce que fait la mairie, au moins ça c'est clair, mais surtout parce que les quartiers, qui sont pourtant les quartiers emblématiques de la ville, on peut dire, ont été tellement marginalisés qu'ils n'intéressent pas la grande majorité des habitants. Et pourtant, ils sont au cœur de Perpignan. Et c'est pour ça que d'abord j'y suis attaché. Il y a une population attachante qu'il faut informer de ce que nous voulons. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la politique de la peur, c'est pareil. C'est quand je suis arrivé, ils sont allés voir ces pauvres gens qui vivent dans une extrême pauvreté. On a dit, ouh là là, vous vous rendez pas compte, Alliot va arriver, pour vous, ça va être, il va vous foutre dehors, et ceci, et cela. C'est pas le cas. Et ils s'en aperçoivent. Non seulement je veux pas les foutre dehors, mais je veux que ce quartier soit un beau quartier de Perpignan, et ils ont toute la place, leur place dans ce quartier. Maintenant, pour qu'ils y aient toute leur place, il y a un certain nombre de conditions. Les conditions, c'est le respect du cadre de vie pour tous, c'est le respect de la loi, c'est le respect du vivre ensemble, et tout le monde doit faire des efforts, à tous les niveaux. Et c'est pour ça que moi je suis aussi engagé dans ce combat-là. C'est pas médiatique, mais tant pis. L'essentiel, c'est que ça se fasse. C'est humaniste, permettez-moi. Oh, vous savez, je dis pas humaniste parce que on a une classe politique qui systématiquement, dans le discours, vous sort l'humanisme à toutes les sauces. Mais plus il parle d'humanisme, et moins vous en avez dans les quartiers. Alors il vaut mieux rien dire et faire son travail, c'est l'essentiel. Quelle est la chose la plus insolite qu'on vous ait demandé en tant que maire ? Il y a des demandes de tout, de logement. Mais le plus rageant, ce qui est insolite, c'est quand on vous demande de logement, que vous arrivez à obtenir ce logement et que vous refusez ce logement. Ça, effectivement, c'est assez insolite, en fait. Parce que vous n'avez rien, vous demandez un toit, on vous attribue un toit, et vous dites, ah non, là, je veux pas y aller, ou là, je... Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est assez, là aussi, surprenant. Voilà. Ou alors, vous donnez du travail à quelqu'un, mais au bout de quelques semaines, on vient plus à l'heure, on fait n'importe quoi. Je pense qu'il y a quand même une forme de discipline à acquérir et que quand on s'engage sur quelque chose, on essaye de s'y tenir. Et que le travail est très certainement la vertu, la mission la plus noble qui soit pour justement s'émanciper d'une condition de vie
difficile, et que quand on a la chance d'avoir un travail, on s'y tient. Est-ce que vous aussi, vous pensez que le Covid a son tort à ce niveau-là? Il a accéléré les choses, mais c'était un peu dans l'air du temps. Le traumatisme d'avoir été enfermé face à la violence de la décision de rester enfermé, et du danger. Il y a des gens qui se sont dit, mais la vie, on n'en a qu'une, et il faut la vivre. Donc finalement, tout est permis, sans en oublier que le travail fait aussi partie de la vie, et heureusement. Donc moi, j'ai des exemples d'entreprises qui me disent, on a passé du temps à former des cadres dans des missions importantes pour que l'entreprise ait une plus-value, etc. Et au bout de la formation, de voir ces personnes-là leur dire j'arrête, je vais faire le tour du monde. C'est bien. Mais est-ce que c'est correct par rapport à l'entreprise qui vous a fait confiance, qui vous a pris un an, qui vous a formé, qui vous a... Bon voilà, mais on assiste à ça. Et c'est pas que la France. Je me souviens être allé dans un pays étranger, plutôt au revenu moyen annuel très important par rapport à la France, où un hôtelier me disant mais on ne trouve plus personne pour travailler. Même ici, que c'est payé... Et donc c'est général, c'est mondial dans les pays civilisés. Donc ça a des conséquences, c'est sûr. Mais parallèlement à ça, il y a des créations d'entreprises, il y a des commerces qui se montent, d'autres qui ferment, mais d'autres qui se montent. La création de l'école 42, où nous sommes d'ailleurs, il y a des choses qui se font, il y a de la plus-value, il y a des richesses qui se créent, mais pas assez encore pour faire naître dans notre département une classe moyenne qui permettent d'alimenter la machine économique. Et c'est pour ça que je râle sur le parc à thème, qui pourrait être ce vecteur-là. 2000 emplois, avec des technologies de pointe, ça veut dire des ingénieurs, ça veut dire des cadres, ça veut dire de la formation pour les jeunes, de nouveaux débouchés, de nouvelles débouchés. Et il faut qu'on y arrive, parce que on est un département, tourisme, très bien, et heureusement, agriculture, difficulté de beaucoup de choses, de l'eau, mais aussi de l'agriculture elle-même. On n'a pas d'industrie. On est un point de passage, on est une autoroute sur la route des vacances et des grands axes économiques, mais on a Saint-Charles, heureusement, des fruits et légumes. Et vous râlez, monsieur le maire, mais pourquoi vous râlez par rapport à ce projet? Vous pouvez nous en parler? Parce que je n'arrive pas à obtenir les autorisations pour dire oui à son concepteur. Alors dire, mais voilà, vous avez le terrain, faites. On signe vite et vous faites, c'est important. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'on se bat, 2 ans. C'est pas encore gagné. Mais je ne désespère pas. On s'attelle à la tâche et puis surtout on lâche rien. Si vous pouviez, Louis Alliot, imposer une loi complètement décalée à Perpignan, laquelle serait-elle? Une loi qui arriverait à coudre les bouches ou à couper les langues. J'hésite. Parce qu'il y a tellement de ragots, de bassesse. On parlait de sport, un sport national chez nous. Je sais pas. Ici, en tout cas, c'est du gratiné et c'est pas bien. Et inversement, une loi pour que les gens sourient aussi, que le sourire soit l'une des formes de caractère que pourrait nourrir notre territoire. Mais tout ça, ça fait peut-être utopique de le penser, mais je pense que la loi sur les langues de vipère, la vipère n'a rien à voir là-dedans. Hein. Mais les langues de vipère, il y en a certains, même les plus, voilà, même les plus mesquines, des gens qui ont tout raté dans leur vie, qui racontent n'importe quoi. Bon, on en connaît. Je vais pas donner de nom, sinon. Mais vous avez des avocats faillis qui font encore la leçon à d'autres. Il y en a plein comme ça. C'est des gens malheureux. Avocats de toutes les causes. Des gens malheureux, sûrement. Oui, mais pas épanouis. Sûrement, mais passer autant de temps à. Il faut de la bienveillance dans la vie. Voilà. Vivre dans l'erreur, vous finissez étouffé par votre propre venin. C'est ce qui finira par leur arriver d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut que laisser glisser. Mais quand même, une petite loi pour le sourire, ce serait pas mal. Comment voyez-vous l'avenir de Perpignan?
Je le vois en grand, c'était le slogan de la campagne, mais je vois son développement, sa modernisation, ces jeunes qui restent ici pour travailler, pas qui s'expatrient ou qui partent ailleurs. Et parce qu'on est un territoire béni des dieux et que on s'en rend plus compte tellement on le réalise pas. Alors que donc ça, il faut le faire ressortir. Mais on commence le drame de la période, c'est que la vie se déroule, mais les décisions qu'on prend sont très lentes à produire leurs effets. C'est curieux, mais en tout cas, les décisions de maire. Par exemple, la médiathèque que l'on va inaugurer en décembre l'année prochaine, il aura fallu 5 ans pour la faire. 5 ans. Très long. Le terrain, les concours d'architectes, les autorisations, les marchés publics, vous vous rendez compte de 5 ans pour une médiathèque. Donc c'est très difficile sur un mandat de maire, de sortir des projets, plusieurs projets. C'est long, donc il faut s'atteler à ce qu'attendent nos concitoyens, la tranquillité et la qualité de vie. C'est essentiel. Et puis faire, au-delà, des réalisations, et c'est ce qu'on a fait. Mais c'est long, je comprends quelquefois l'impatience de nos concitoyens, mais j'allais vous dire, c'est même pas la faute de l'administration municipale, c'est la faute de notre pays, qui est un pays qui est aujourd'hui bloqué par les normes, et qui, au nom du principe de précaution, n'avance plus. Et ça, c'est un vrai sujet de pouvoir. Ça ne se réglera que nationalement. Revenons sur les gens malheureux qui n'ont de cesse de critiquer. Comment vous les gérez, ces critiques, concernant votre appartenance politique, monsieur le maire? Alors, l'appartenance, il n'y a rien à faire. Vous avez des gens, ils ne changeront jamais. Ça ne sert à rien de les convaincre. Mais j'ai commencé à me présenter maire de Perpignan, je faisais 8%. Hein, je le rappelle, ça fait 9 et quelques, en 2008. 2014, 40%. 2020, 54%. Donc j'ai réussi à convaincre quand même les Perpignanais. Et donc plus vous arrivez à convaincre de gens, moins cette image perdure dans les faits. Donc ça, on peut déjà s'en féliciter. Mais on n'empêchera jamais les gens de critiquer ou de... Il faut s'en faire une raison, c'est comme ça. Les idées reçues ou clichés sur votre manière de gouverner que vous aimeriez corriger? Vous savez, j'ai l'opposition. Alors je ne veux pas être méchant, parce que dans cette opposition, elle est plurielle. Mais on disait souvent en France, on a la droite la plus bête du monde. Moi, j'ai la chance ou la malchance d'avoir l'opposition la plus bête de Perpignan. Et de toutes les oppositions que j'ai connues, c'est certainement la plus sectaire et la plus méchante. Sans raison. Ces gens-là sont, paraît-il, de droite. Et je me dis, si ces gens-là sont de droite, c'est que vraiment, il y a un problème général dans la vie politique française, parce qu'ils sont odieux. La plupart, attention. Pas tous. Mais ils s'opposent pour s'opposer sur des choses insignifiantes, pour salir, pour blesser, pour raconter n'importe quoi sans savoir de quoi ils parlent. Et c'est des gens qui font la leçon, qui pontifient, qui sont là en train d'être dans des endroits préservés de milieux perpignanais et qui croient qu'ils détiennent la science infuse sur tous les sujets. Mais moi je les laisse, ça, parce que c'est à la fois la plus bête et la meilleure opposition qu'on puisse avoir. Parce qu'ils sont tellement caricaturaux, si vous voulez, que les Perpignanais se disent mais d'où ils sortent? Donc, messieurs de l'opposition, continuez. On va revenir à vous, Louis Alliot, car c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, une qualité qui vous caractérise. Bon, c'est pas facile de donner une qualité de soi-même. Hein. Mais c'est possible. Bon, on va commencer avec le défaut. Le défaut est peut-être ma qualité, donc... Je pense, plus ça va, que je suis trop gentil. Mais je préfère être trop gentil quand même, qu'injuste. Il vaut mieux être, même si quelquefois ça ne sert pas, je préfère quand même les qualités humaines de la gentillesse que le reste.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que la gentillesse, la bienveillance ne soit pas à la mode? Je pense que l'individualisme a pris le pas sur le reste. C'est-à-dire que vous pouvez faire une gentillesse à quelqu'un ou être un acte de courtoisie, de solidarité, et la personne qui en bénéficie vous le rend par la méprise, la trahison, la non-exemplarité, parce que ça aussi c'est un sujet. Je pense que l'exemplarité est une valeur. Malheureusement, on ne contrôle pas tout ça. Vous pouvez prendre des gens parce que vous croyez les connaître, et en fait, dans des fonctions de nouvelles fonctions, ils ne sont pas du tout ceux à quoi on s'attendait qu'ils soient. Et c'est très déstabilisant en fait. Mais c'est la nature humaine, on n'y pourra rien. C'est la fable de La Fontaine sur le scorpion et la grenouille. C'est exactement ça, à un moment donné, où la grenouille dit au scorpion, mais pourquoi tu piques alors que je t'aide à traverser le fleuve? Et le scorpion, je ne sais pas faire autre chose, c'est ma nature. C'est ça. Il y a plein de scorpions ici, hein, dans Perpignan, hein. De tout calibre, de tout poids, de tout... C'est comme ça. Si vous deviez inviter une figure historique ou contemporaine à dîner chez vous, qui choisirez-vous? Alors, contemporaine, morte ou vivante? Les deux. On va commencer par les défunts. J'aurais bien aimé rencontrer Churchill. Voilà, parce que, bon, au-delà du soldat, de l'homme politique, j'ai lu ses mémoires il y a pas très longtemps, et c'est quelqu'un qui a lié le sérieux, la gravité, mais avec une grande forme d'humour. Je crois qu'il est dans les... il doit être dans le top 10 des citations qu'on cite, enfin des citations, pardon, qui résument des fois des situations, et Churchill était un être à part, pour plein de raisons. On connaît sa citation sur le sport, hein, quand on lui demandait « mais vous faites quoi comme sport ?» il disait « nos sports, qu'est-ce qui fait que vous êtes en forme ?» il est mort âgé, hein, et il dit « mais qu'est-ce qui fait votre longévité ?» Il avait dit lui « nos sports », alors qu'aujourd'hui, on vous dit qu'il faut faire du sport, etc. C'est quelqu'un qui aimait la vie et qui buvait beaucoup, et ça l'a pas empêché d'avoir une carrière brillantissime et d'avoir sauvé l'Angleterre, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, et d'avoir été au cœur de la Seconde Guerre mondiale dans une mission très importante. Donc lui, je pense que ça aurait été agréable de pouvoir déjeuner avec lui. Vous parliez de bienveillance, de gentillesse. Quelle qualité humaine admirez-vous le plus chez les autres? La modestie. Voilà. Et je trouve que la politique manque de modestie. Par exemple, je pense que l'utilisation du « nous » devrait être la règle. Alors que vous écouterez les discours politiques, souvent c'est « je ». C'est là que vous dénotez une différence de caractère. Le « nous », c'est un travail en commun, un travail d'équipe. Le « je », c'est « je ». Et ça, je le regarde assez souvent, et c'est quelque chose qui me fait tilt. Chaque fois que j'entends « je fais ceci, je fais cela », il n'y a pas le « nous » derrière. Donc en fait, c'est la modestie, et ça, c'est la modestie. Quel défaut détestez-vous le plus chez l'humain? La trahison. Voilà. Je pense qu'on ne se remet jamais totalement d'une trahison. On peut se tromper. On peut être contraint pour X raisons. Mais trahir comme ça la confiance d'un ami, notamment, ou quoi, ça me
c'est quelque chose qui n'est pas facile à admettre. Si vous aviez une baguette magique, Louis, 3 vœux à réaliser. 3 vœux à réaliser. Quels seraient-ils? Ça peut être que des bonnes choses d'avoir des vœux. Allez, 3. En tout cas, c'est-à-dire avec une baguette magique de donner à manger à ceux qui n'en ont pas. On va me dire c'est bateau. Bon. La deuxième, c'est qui fait beaucoup réfléchir d'ailleurs, c'est la maladie des enfants, qui est pas facile à vivre. Et la troisième baguette magique, c'est peut-être pour Perpignan de devenir le centre du monde. Puisque Dali l'a imaginé, eh bien, essayons de le faire. C'est très ambitieux, hein, mais ça reste un vœu. Quel cadeau feriez-vous à Perpignan ou à la France? Ce serait présomptueux de vous répondre, car le cadeau, c'est ce que m'ont fait les Perpignanais de m'élire-maire, et pas l'inverse. Pour la France, j'ai pas de cadeau à faire à la France, c'est ce que nous, on doit faire pour la préserver. Et à Perpignan, peut-être de continuer à œuvrer? Oui, non, mais ça c'est sûr, mais et de préparer les choses pour que le niveau général de la ville, économiquement, socialement, s'élève. Et que enfin, on ne mette pas Perpignan comme juste le point en bas de la carte de France pour la météo le matin, mais que derrière on lui attribue des choses concrètes. Ça, c'est important. Et ça se travaille, et malheureusement, c'est long à faire. Hein. Si une baguette magique pouvait instantanément changer les choses à Perpignan, ce serait quoi? Ben, c'est un peu tout le fil de la conversation qu'on a eue, hein, c'est la rendre plus sûre, plus accueillante, plus riche. Sécurité, accueil, économie. Qualité de vie. Et qualité de vie. Car on a une qualité de vie, on a une ville magnifique, que tous les gens qui viennent de l'extérieur, qui ne connaissaient pas, quand ils arrivent à Perpignan, qui voient, ils disent « mais c'est magnifique ». Sauf que dans leur imaginaire, Perpignan, c'était les querelles communautaires, etc. Et puis là, ils se disent, mais c'est vraiment, il y a des choses magnifiques. Donc voilà, exploitons ce sentiment positif et faisons venir des gens voir Perpignan. C'est ça qui est important. Moi qui voyage beaucoup, ce qu'on me reproche, évidemment, vient la conversation sur Perpignan, puisque vous faites quoi? Ben, je suis maire de Perpignan, ah bon, et c'est où, etc. Et souvent, Perpignan, alors curieusement aux États-Unis, c'est connu grâce à Dali, ça c'est indéniable. Ailleurs, bon, ben voilà, c'est une ville du sud de la France qu'on situe à peu près à la frontière espagnole, point. Eh bien, c'est ça qu'il faut améliorer, c'est en faire une destination. Il faut que les gens viennent à Perpignan pour y rester. On continue avec les choses extraordinaires. À quelle association donnerez-vous 1 million d'euros? Sûrement aux gens qui accompagnent les malades en fin de vie, qui sont très démunis, mais personne ne le sait. Parce que j'ai été confronté à ces moments difficiles, notamment avec 2 amis proches, très proches, et ma mère, et je me suis aperçu que, en fait, il n'existe pas de structure pour accompagner ces gens. Et souvent, c'est des paroles, c'est de la bienveillance, c'est juste être là, présent, à côté. Et il y a des gens, malheureusement, qui meurent seuls. Ils n'ont pas la chance, c'est pas de la chance, mais l'opportunité d'avoir des gens qui les accompagnent.
Et ça doit être particulièrement angoissant dans les derniers instants de sa vie de partir comme ça. Et malheureusement, la France pêche. On a des grands débats sur l'euthanasie, alors qu'on a une loi qui s'appelle la loi Leonetti, qui est largement suffisante. En revanche, on manque de centres de soins palliatifs pour les gens qui ont des maladies incurables, et ça ne fait pas l'objet de débats particuliers, alors que ça devrait être une priorité. Soins palliatifs, accompagnement. Et donc ça, je pense que si j'avais 1 million à consacrer, à donner une association, je pense que c'est vers ce genre d'association que se tournerait mon don. Ça fait longtemps que votre maman est partie, si je peux me permettre, Louis Alliot? Ça fait quelques années. L'année de l'élection, elle ne m'a pas vu comme mère. Et voilà. Mais on sait tous qu'on y passera, entre guillemets, par la même étape. Et donc, il faut s'y préparer. Alors, si vous êtes croyant, c'est peut-être plus facile que si vous ne l'êtes pas, je ne sais pas, mais c'est comme ça. C'est la destinée de chacun d'entre nous. Et c'est une autre, d'ailleurs, leçon que devraient s'appliquer tous les gens qui se croient supérieurs aux autres. Ils finiront comme tout le monde. Donc, autant qu'ils y aillent, j'allais dire, paisiblement, et en ayant, j'espère pour eux, la conscience qu'ils n'ont pas fait de mal durant leur existence terrestre. Mais c'est difficile, hein, pour beaucoup. Monsieur Alliot, parce qu'on veut vous connaître davantage, quel est votre plat préféré? Les crêpes. Un lieu où vous rêvez d'aller? Sur Mars. Un adjectif qui vous décrit le mieux? Rond. Votre rue préférée à Perpignan? La rue préférée. À Perpignan. Bon, la place de la Loge. Si vous deviez renommer une rue de Perpignan avec un nom décalé, ce serait quoi? La rue des Fêlés. Une date importante dans votre vie? Le 18 juin. Pas pour l'appel du général de Gaulle, mais j'ai soutenu ma thèse de droit public le 18 juin. Défaut le plus détesté, qualité la plus admirée? La méchanceté, la gentillesse. Votre plus grande peur? De perdre les gens que j'aime. Hein. Votre plus grande joie? La victoire à Perpignan. Le talent que vous auriez aimé avoir? Savoir faire des choses de mes mains. J'admire les artisans et les gens qui créent des choses. Un peintre, par exemple. Ou une peintre. Avez-vous essayé? De peindre? Pour dire que vous ne savez pas le faire? À l'école maternelle. Votre rapport au mandat, le vécu, les challenges, les satisfactions? Le mandat, c'est dur. Et les satisfactions, c'est de voir quand même des projets aboutir. Mais sur l'échelle du temps, c'est assez frustrant parce que ça ne va jamais aussi vite qu'on aimerait. La chose la plus spontanée que vous ayez fait récemment? De dire bonjour. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Qu'est-ce qui me manque le plus? Ma mère. Hein. Votre épiphate idéal? Rester modeste. Une chanson qui définit votre vie? Sardou et femme des années 80. Votre plus beau souvenir? La naissance de ma fille. Quelle est la principale chose que vous aimeriez que les auditeurs retiennent de cet entretien? Qu'ils aient appris des choses et pas seulement d'avoir lu dans le journal de la désinformation locale des choses qui sont jamais vraies. Un message pour les Perpignanais, Louis Alliot, et l'ensemble des auditeurs? Soyez fiers de votre ville et de la manière dont elle est administrée. Et tout simplement, je pense qu'on est en train de gagner la bataille de l'image et que Perpignan soit une ville moderne dans le XXIe siècle. Le dernier fou rire?
Dans ma voiture, avec mon chauffeur, quand il m'a remis le sandwich à midi qui était abominable. Un rêve inavoué. Prendre un voilier et partir avec ma femme sans donner plus signe de vie à personne, sauf à nos enfants. Et un mot de conclusion, monsieur le maire. Perpignan, centre du monde, il ne faut pas que ce soit que ce que Dali en pensait, il faut réaliser. C'est un rêve, mais on peut accéder à ces rêves. Il faut toujours rester un enfant. Merci Louis Alliot pour ce moment d'authenticité, de sincérité qui sera apprécié, je l'espère, par nos auditeurs. Et merci à vous d'avoir consacré du temps à cet entretien. Merci.